Et dans cet épisode, je reçois Aymeric Hamelin, qui est un développeur immobilier qui s'est spécialisé dans les locaux commerciaux. Il s'attaque maintenant aux grosses enseignes et il nous partage dans le podcast sa vision du marché de l'immobilier. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage. Et on se retrouve avec Aymeric. Merci Aymeric d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, merci à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis ? À ma famille, je vais essayer de pas me présenter, mais en tout cas à mes amis. Donc Aymeric, j'ai 32 ans, je suis chef d'entreprise avec un S, si je peux dire, j'ai différentes casquettes, mais ça tourne toujours autour de l'immobilier. Je parle un petit peu de mon parcours très rapidement. Si tu veux, j'étais développeur, je travaillais pour des réseaux de magasins. Mon métier, c'était d'ouvrir les magasins sur la France et les dom-toms pour ces enseignes-là, comme Zara, H&M, etc. Enfin, tous ces magasins où vous allez très régulièrement. Et à force de proposer des opportunités aux autres toute la journée, on finit par vouloir en saisir quelques-unes pour soi. Bêtement, j'ai commencé à investir dans l'habitation. Je suis désolé, je sais qu'on va avoir une bataille très rude sur le sujet lors de ce podcast. Mais en tout cas, j'ai commencé bêtement à investir dans l'immobilier d'habitation parce que c'était ce que faisaient tous mes proches, alors que j'avais déjà saisi la porte de cet immobilier commercial parce que j'en faisais au quotidien. Et au fur et à mesure, j'ai fini par repartir sur l'immobilier commercial, mais on y viendra, je crois, un petit peu plus tard. Ouais, exactement. Dans la deuxième partie, on va reparler de l'immobilier commercial et je pense que tu as plein de choses à nous apporter et à dire à ce sujet-là. Est-ce que si on revient quelques années en arrière, alors pas très loin non plus pour toi, mais des années, surtout les années enfance, adolescence, est-ce que tu peux nous parler de qui était Aymeric sur cette période-là ? Aymeric, c'était un petit con, vraiment un petit con qui se faisait toujours remarquer à l'école. C'était très dissipé, j'avais du mal à tenir en place. Mes parents étaient convoqués très régulièrement à l'école. D'ailleurs, ma femme déteste que je dise ça parce qu'elle se dit, t'imagines si tes enfants ils tombent sur un truc comme ça, ils vont se dire, ah, je vais faire comme papa. Ouais. Bref, en tout cas, c'était un peu le problème que j'avais avec l'école. J'ai fini par basculer d'une filière générale vers une filière technologique où finalement, je me suis plutôt bien épanoui, même si on me traitait un peu de cas social du fait que je sois en technologique. J'ai adoré cette période-là. J'ai rebasculé sur un DUT et puis j'ai trouvé une fameuse formation de développeur d'enseigne. Donc, c'est une formation qui accompagnait des élèves à travailler pour des réseaux de magasins pour aller gérer la partie immobilière de tous ces magasins que vous fréquentez tant. Ok, et qu'est-ce qui t'a amené sur ce sujet-là de l'immobilier ? T'avais quelqu'un de ta famille qui en faisait ? T'avais des mentors ? Non, aucun mentor. Plutôt ma mère qui était commerçante. Donc j'ai toujours été dans cette sphère un petit peu commerciale. Et puis autour de moi, un peu de famille qui avait acheté 1 ou 2 appartements, donc un peu d'immobilier. Et finalement, quand je recherchais un peu ma voie, j'ai réussi à trouver une formation au final où il y avait un rapport entre l'immobilier et le commerce. Et tu sais que j'aime beaucoup dire cette phrase, avant de parler d'immobilier, il faut déjà parler de commerce quand on veut faire de l'immobilier commercial. Et c'est ce qui m'a permis en fait d'aller sur cette formation. J'étais pas en retard, j'avais redoublé qu'une fois. Et finalement, c'était une phase de test dans laquelle je suis resté pour le moment, en tout cas toute ma vie. Ok, super. Si on revient encore un petit peu en arrière, pour rester sur cette période-là d'enfance, adolescence, est-ce que tu peux nous parler de tes passions ? Est-ce que tu avais des choses communes comme tous les enfants ou des choses un peu différentes ? Quand j'étais à l'école, non, très traditionnel, le football, les amis, les soirées, etc. Enfin, ouais. tout étudiant classique. Par contre, dès qu'effectivement je suis rentré dans cette formation, j'ai eu un espèce de déclic qui s'est passé. J'ai vu des personnes gagner énormément d'argent en très peu de temps. Et ça, c'est un peu perso, mais mes parents étaient divorcés. J'avais un très gros écart de revenus entre les deux. Contrairement à beaucoup, quand c'est le cas, dans ce cas-là, c'est plutôt ma mère, moi, qui avait des revenus beaucoup plus élevés du fait qu'elle était commerçante que mon père, qui était employé de banque. Et je me suis dit, non pas que j'aimais plus l'un ou l'autre, mais simplement que je voulais retrouver ce niveau de vie qu'avait ma mère et pas avoir le niveau de vie qu'avait mon père. Et ça a créé un espèce ouais, on peut dire que je suis un malade mental parce que j'avais, à un moment de ma vie très jeune, c'est-à-dire à 21-22 ans, j'avais qu'une seule obsession, c'était de me mettre à l'abri financièrement. Et quand je voyais tous mes amis qui allaient s'acheter, dès qu'ils avaient un premier salaire, le dernier iPhone, ou même pas à l'époque, c'était même pas l'iPhone, je sais plus ce que c'était comme téléphone, ou une voiture, ou qui allaient dépenser de l'argent en soirée, moi, non, je coffrais, j'étais un gros radin, si je peux dire, en tout cas, et j'allais m'occuper de mes chantiers, j'allais partir investir.
je me souviens que j'avais fait un calcul et j'ai épargné à peu près 80% de mon salaire d'alternant à Ah ouais, c'est l'époque. énorme. Parce qu'en fait, j'avais la chance de vivre chez papa-maman et je travaillais tout le temps sur mes projets. Donc finalement, j'avais très peu de dépenses, très peu de T'as loisirs, même pas très le peu de temps vacances. finalement de dépenser cet argent-là. Ouais, j'avais ces 5 premières années, hein, on entend ça à tort et à travers, où certains disent qu'il faut avoir une période de sacrifice. Je suis pas, si tu veux, je suis pas dans la vision où je me dis que forcément pour réussir il faut faire des sacrifices. C'est pas le côté sadique du truc. En tout cas, moi je suis passé par là et pendant 5 ans, ouais, je me suis vraiment buté là-dedans et j'ai fait en sorte de coffrer beaucoup d'argent. Tout ce que je gagnais, finalement, j'arrivais pas toujours à me faire financer les frais de notaire, donc ces 80% partaient systématiquement dans les frais de notaire. C'est génial. C'est quoi ton rapport avec l'argent dans cette période d'enfance? On en a un peu parlé par rapport à la vision que tu avais de ton père et de ta mère, mais toi personnellement, et comment ça a évolué avec les années? C'est vrai qu'au début, on fait un peu une obsession, on a un peu des paliers psychologiques où on se dit bon bah autour de moi combien gagnent les gens, on regarde papa, maman, on regarde un peu son entourage. On a un peu une espèce de hiérarchie des personnes autour de nous en se disant bah tiens globalement je fréquente des personnes qui gagnent entre bon bah je sais pas, il y a peut-être des personnes qui gagnent rien du tout et puis d'autres personnes qui vont jusqu'à 5-6 000 euros et ça paraît incroyable de gagner 5 ou 6 000 euros par mois. Et donc on se dit bon bah mon objectif de vie c'est de faire mieux que tonton Albert ou que je sais pas qui. Moi finalement au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que ça c'est vraiment ton entourage qui te définit ces barrières et aujourd'hui pour moi l'argent c'est juste un moyen d'avancer, c'est juste je vais dire un truc assez brutal, mais pour moi l'argent c'est le seul truc qui permet de pas être redevable. C'est-à-dire que quand on va te dire bon bah voilà j'ai quelque chose à faire, j'ai un déménagement ou j'ai ok, tu sais quoi, en fait, vaut mieux que je ne te demande pas quelque chose, parce que sinon tu vas me demander la même chose en échange, voire 2 fois, 3 fois cette chose-là, alors que finalement, si j'avais payé une entreprise et j'avais dépensé une certaine somme d'argent, bah, ces personnes-là ne seraient pas venues me voir et me dire « Ah, au fait, Aymeric, j'ai un déménagement à faire, est-ce que tu peux pas m'aider ?» Et c'est un peu ça aujourd'hui que je vois, c'est qu'en fait, l'argent, c'est juste un moyen pour atteindre des objectifs, et l'objectif de ta vie, c'est de faire des raccourcis de vie, si je peux dire, pour en dépenser le moins possible pour aller chercher des objectifs un petit peu plus hauts. Mais il faut accepter en tout cas d'en dépenser énormément pour pouvoir en gagner aussi énormément. Génial. Tu nous parlais du coup de tes études supérieures que tu as réalisées, donc sur la partie développement foncier. Quel est ton premier job une fois que tu finis tes études? J'ai eu la chance que cette formation soit en alternance. C'est-à-dire que très tôt, juste après mon DUT, c'était un bachelor pro, c'était sur 1 an et demi. J'étais déjà en fait sur le marché du travail et je me souviens que ça me gonflait de retourner à l'école parce qu'en fait je m'épanouissais pas. Enfin, j'aimais bien quand même parce que ça me permettait de voir l'application théorique enfin de ce que je faisais en pratique au quotidien en entreprise, mais j'étais quand même vachement mieux en entreprise et je prenais du plaisir à ça. Je comprenais de mieux en mieux le mécanisme et finalement, je sais pas trop quoi te dire par rapport à ça, mais j'ai toujours préféré être en entreprise. Voilà. Toujours préféré bosser tes premières activités. Ouais. Tu as eu des mentors avec qui des personnes avec qui tu as travaillé qui t'ont donné envie finalement d'entreprendre toi à côté? J'ai toujours eu une vraie obsession à admirer les personnes avec lesquelles je travaille. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a rien de pire que de travailler pour quelqu'un qui ne t'apporte rien personnellement ou quelqu'un qui ne va pas t'aider dans ton développement. Je veux dire, je vois ça partout sur les réseaux. Certains pensent que c'est une tare d'être salarié. Moi, au contraire, j'avais une obsession de me dire qu'en étant salarié, j'étais beaucoup plus bankable. J'avais une capacité en plus à rassurer sur mon profil aussi bien bancaire que même des personnes auxquelles j'achetais des biens immobiliers. Et finalement, je peux vraiment rassurer sur le fait que, s'il vous plaît, partez le plus tard possible du salariat, restez le plus longtemps possible dans cette stabilité qui est propre à la France et qui est autant sécuritaire que par rapport à d'autres pays. Et une fois que vous avez fait ça, pendant que vous êtes en train de faire ça, rien ne vous empêche de diversifier, de pouvoir commencer à investir, commencer à avoir des activités autour de vous, pour au final, après, prendre une émancipation totale du salariat. C'est clair, et c'est ce que tu as commencé à faire du coup, puisque tu as investi, alors pas dans des locaux commerciaux je crois au début.
Non, pas commencé non, par non, ça. non, j'ai pas commencé par de l'immobilier commercial, j'ai commencé par de l'immobilier d'habitation, je trouvais pas les rendements à Paris, donc je suis parti à Marseille. Tu vas me dire pourquoi Marseille alors que je suis parisien. C'est simplement Parce qu'il y a un meilleur club de foot à Marseille que... Alors je peux pas dire ça parce que c'est pas du tout ce que je pense, mais c'est ton podcast, donc si tu veux le penser, je peux te laisser le faire. En tout cas, non, c'était, je me souviens que je sais pas si tout le monde a vu ça, c'était une espèce de carte de France avec les rendements. Oui, bien sûr. Tu vois, et je puis vois ce j'avais que tu veux vu qu'à Marseille, en fait, les rendements étaient bien plus importants que ceux de Paris, parce qu'à l'époque, quand moi j'y suis allé, j'investissais dans l'hypercentre pour 1000 euros du mètre carré, alors qu'à Paris, c'était déjà quasiment 10 000 euros du mètre. dire. Ouais, c'est Et clair. en plus, autre particularité, c'est que je me disais que c'était la deuxième agglomération française en volume de population, donc je me disais, waouh, attends, il y a encore en plus un gros décalage qui justifie le truc. Troisième élément, c'est que je me disais, capitale européenne de la culture, on entendait partout le Mucem qui vient d'ouvrir, l'autre qui a ouvert le musée en face aussi, ils font la même chose, ça a coûté des milliards, et bref. Et c'est là que je me suis dit, attends, c'est quand même bizarre, sur cette ville, on a un hypercentre qui coûte moins cher que sa périphérie. Et ça, c'est une particularité marseillaise et que j'ai exploité direct. Je suis descendu là-bas, j'ai commencé à acheter des appartements à, je te dis, 1000 euros du mètre carré. Au début, en Ça plus, paraît impressionnant. Dans l'hypercentre de Marseille, ouais, dans 1000 euros l'hypercentre de Marseille, moi j'ai acheté des trucs à moins de 1000 euros du mètre carré au pied Génial. de la gare. Pour ceux qui connaissent, boulevard d'Athènes à côté de la Canebière, ou même cours Lyoto en direction du 6e arrondissement, ou même quand tu vas dans le 2e arrondissement, qui sont aujourd'hui des quartiers qui ont pris 2 voire x3, je peux te le dire, parce que j'ai revendu quasiment la totalité des actifs que j'avais là-bas sur cette base-là. Finalement, j'ai bien fait en tout cas de parier sur ça, même si, comme je t'ai dit un petit peu tout à l'heure, je pense que j'aurais pu encore mieux faire si je m'étais concentré tout de suite sur l'immobilier commercial. Ah ouais, t'en es quasiment sûr? Tu penses que j'ai les aucun doute leviers sont là-dessus. beaucoup plus importants, etc. J'ai une personne que je citerai pas, justement, que j'avais comme ami et puis comme un peu interlocuteur, parce que c'était un commercialisateur, qui a commencé quasiment au même âge que moi, et aujourd'hui il a une foncière à près de 60 millions d'euros. Et on a Ouais. commencé en même temps. Et, Ok. et il avait pas plus d'argent que moi au moment où il a commencé. Et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je pense qu'il est pas plus intelligent que moi. Au contraire, je pense qu'on est typiquement dans la moyenne. C'est simplement qu'on a surfé sur une vague. Et là où tu entends tout le temps qu'il faut systématiquement te diversifier, aller sur plein de projets différents, que ce soit, je veux dire, on parle d'immobilier, bourse, crypto-monnaie, machin, etc. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je pense qu'il faut vraiment se focus sur une activité. Avant de commencer à diversifier, commence par avoir. Et puis, quand tu auras suffisamment, tu pourras réfléchir à Ouais, diversifier. je suis 100% d'accord avec toi et j'ai fait cette erreur-là même au début, moi, de me concentrer, enfin, pas me concentrer sur une activité, mais me diversifier beaucoup trop vite et sans forcément que ça ait de sens d'une activité à une autre. Et se focus et mettre toute son énergie, on prend souvent cet exemple-là du laser, quand on met son point de focus sur un seul objectif, un seul domaine d'activité, finalement on a beaucoup plus de résultats qui arrivent très vite et c'est aussi plus compréhensible pour l'écosystème qu'on crée, pour les gens avec qui on discute et on échange. Mais écoute, hyper intéressant. T'en viens sur quoi? T'as investi dans combien d'appartements? Comment tu te structures? Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur l'immobilier d'habitation? Alors, sur quoi à l'époque? Ouais, Parce à que, l'époque, au moment où tu commences à investir sur Marseille. j'ai commencé par un appartement. Après, au fur et à mesure, ces appartements, je les transformais en location saisonnière. Au fur et à mesure, j'achetais des immeubles que je transformais en location saisonnière aussi. L'ensemble? Tous les immeubles? L'ensemble. Putain, c'est énorme. Je suis monté au global jusqu'à une quinzaine d'appartements en location saisonnière. Attention, c'était des petits immeubles, hein. Je ne parle pas de la tour Montparnasse, hein. C'est vraiment des petits immeubles. T'achetais, je t'ai dit, un immeuble boulevard d'Athènes que j'avais acheté, 21 boulevard d'Athènes, ça m'avait coûté 451 000 euros acte en main. J'ai 10 appartements, un commerce. Bon, j'avais déplafonné le commerce, je t'avais déjà raconté cette histoire Ouais. où j'ai triplé le loyer du locataire en l'espace de 2 rendez-vous, si Ouais. tu veux. Et derrière, j'ai galéré pendant 2 ans à rénover les appartements pour faire de la location saisonnière. Mais si tu veux, en volume global de lot que j'ai dû avoir, mais je déteste faire ça parce que il faut plus parler en volume locatif en réalité qu'en Exactement. volume de l'eau. Ouais. Tu veux que je te parle de place de stationnement, d'actions, de Cellier, ce que tu cave, veux. Voilà, garage, non, je ça veut rien déteste dire, ça. Mais globalement, j'ai peut-être eu une trentaine ou une quarantaine d'appartements au total, peut-être un petit peu plus. Mais ça n'a jamais été une fin en soi. Et c'était surtout largement suffisant, même en gestion, quand je vois toutes les galères que j'ai pu avoir, même en rénovant des appartements à neuf. Comment tu gérais à distance? Parce que tu étais toujours sur Paris. Ouais.
pendant cette période-là. Mm. Paris-Marseille, bon, il y a une ligne de train, entre guillemets, mais comment ça se passe? Bah, ma semaine type, c'était tu travailles la semaine, j'étais développeur, Ouais. donc en plus je faisais 100 000 km par an avec ma voiture, donc j'allais à droite, à gauche, en long, en large, en travers. Dans toute la France? Ouais, toute la France et Dom-Tom. Oui, Dom-Tom, Donc, terrible. en fait, je reconnaissais même les hôtesses et les stewards dans les avions, pour te dire, hein, parce que la petite anecdote, c'est que quand t'as moins de 25 ans, bah, t'avais une carte Air France et ça me coûtait moins cher que prendre EasyJet. Et je me souviens que quand je descendais avec mon responsable, on prenait EasyJet, mais quand je descendais tout seul, je prenais Air France parce que ça coûtait moins cher. Bref, je sais pas pourquoi je t'ai parlé de ça, mais c'est comme ça. Effectivement, ma semaine type, c'était de découcher 3 fois dans la semaine, minimum pour mon travail. Et ensuite, le week-end, bah, je faisais en sorte d'être pas trop loin de Marseille ou en tout cas dans le secteur pour aller gérer mes chantiers. Et je te cache pas que je les gérais aussi le soir. C'était une vie juste invivable. Mais c'était un effort et des sacrifices à faire pour pouvoir en arriver là. C'est en faisant des choses extraordinaires que tu atteins des résultats extraordinaires. Si tu attends dans ton canapé ou que tu passes ton temps à écouter des personnes derrière un micro mais que tu n'entreprends rien, tu finiras jamais par réussir à faire de belles choses. Donc c'est important. Enfin, moi, je savais que j'avais cette période-là, j'avais cette culture déjà du sacrifice. Je savais que tu devais galérer pour obtenir quelque chose, même si je change un peu d'avis sur la question de plus en plus. Je pense que tu peux gagner beaucoup d'argent bien plus facilement que d'autres. Et donc, ça, c'était ma semaine type, si tu veux. Après, la petite question aussi, c'est comment ça s'est fait, comment j'ai fini par être un pur entrepreneur. C'est justement parce que j'ai fini par me faire virer, licenciement pour faute grave, parce que j'avais développé trop d'activités. J'avais une société de bâtiment, j'avais toutes les conciergeries avec mes appartements en région parisienne, plus sur Marseille. J'avais des activités immobilières et en fait, même si j'atteignais tous mes objectifs, à force de parler, et ça c'est un truc que je peux conseiller aussi, n'en parlez pas à votre entourage quand vous êtes en entreprise. Gardez pour vous ce que vous faites chez vous. Je veux dire, votre entourage, vous le maîtrisez pas, et surtout vos collègues de travail, encore vos amis, vous pouvez facilement vous en détacher, vos collègues de travail, vous pouvez pas vous en détacher. Donc vous allez susciter la jalousie, vous faites des choses que les gens ne comprennent pas, et si vous vous amusez à en dire trop, surtout au niveau des résultats, pas des efforts, parce que vous pourrez leur donner tous les efforts, ils feront des sourires à dire « Ah bah tu sais quoi, moi j'ai vu un match de foot, c'était génial, l'OM a gagné contre le PSG, voilà, c'est ce que tu voulais entendre. » Mais effectivement, c'est pas arrivé souvent, donc on en profite. Voilà, bah, peut-être il y a quelques années, mais en tout cas, ils seront très contents de te dire ça. Tu pourras leur dire que toi, t'as galéré tout le week-end à faire des commandes chez Ikea ou je ne sais pas quoi, aller chercher des matériaux. Ça, tu pourras leur dire, mais quand tu diras que t'auras pris 50 ou 60 000 balles à la fin de l'année parce que t'as fait un achat-revente ou que t'es content parce que t'as gagné 1500 € de cash flow sur un appartement, là, faudra pas le dire trop fort parce que effectivement, ça va les déranger dans leur estime d'eux-mêmes. C'est la face cachée de l'iceberg où c'est très compliqué pour eux de le percevoir et du coup, ils vont être jaloux et forcément, ils vont en parler à des personnes à qui il faut pas en parler finalement. Et donc ça a gêné un petit peu ta hiérarchie. Ça a gêné complètement. C'était pas juste ma hiérarchie, c'était mon président France de la dernière boîte pour laquelle je bossais parce que j'y étais rattaché. Bon, bah lui, quand il avait fait un truc et qu'il était content d'acheter son appartement à Sceaux ou je sais pas quoi, et qu'il voyait que moi j'avais déjà 3 ou 4 barres d'immobilier à côté et qu'il me demandait en plus des conseils très régulièrement sur ses investissements, au bout d'un moment, voilà, il a appuyé sur le bouton. Et tant mieux, j'en suis très content aujourd'hui et je m'entends bien avec eux et j'ai appris aujourd'hui en plus qu'ils allaient me faire gagner beaucoup d'argent, donc c'est bien. Génial. Comment t'en viens sur les locaux commerciaux? On a parlé de la partie habitation. Les locaux commerciaux, c'est un poil plus atypique. Il y a très peu de personnes, infopreneurs, formateurs, comme tu veux, entre guillemets, sur les réseaux sociaux qui en parlent. Comment t'en viens? Comment tu te formes sur cette partie-là? Bah, déjà, de base, c'était mon métier. C'est-à-dire que pendant 7 ans, donc j'ai eu une formation développeur en immobilier commercial. Donc, comme je te dis, mon métier, c'était d'aller chercher des emplacements pour ouvrir des magasins. Donc, opportunités foncières, négociations juridiques et financières, recherche de financement, partie travaux, jusqu'à l'ouverture du magasin, en fait. Donc, j'ai fait ça. Tu voyais toutes ces parties en tant que développeur foncier? Ouais, bien sûr. Alors, j'étais pas juste développeur foncier, j'étais développeur tout court. Pas juste la partie immobilière. C'était vraiment... Tu montais tout le projet de A à Z. Exactement. J'avais sous la surveillance du directeur développement, voilà. Mais effectivement, c'est moi qui allais rechercher les franchisés, c'est moi qui les prenais en contact, qui me rendais compte. Et c'était très compliqué au démarrage parce qu'un gamin de 22 ans qui doit
qui doit convaincre un adulte, si je peux dire, de 40 ou 45 ans en reconversion professionnelle parce qu'il a reçu un gros chèque et qu'il a 500 000 balles à investir, bah, c'est pas facile, t'as pas beaucoup de crédibilité. Je me souviens que je m'étais acheté des lunettes, là je suis arrivé avec des lunettes tout à l'heure, j'étais toujours habillé à 4 épingles, je faisais en sorte de me vieillir en fait pour paraître plus âgé et faciliter en fait la négociation du truc. Et finalement, j'en suis venu à l'immobilier commercial naturellement parce que, bah, un peu par hasard, quand j'ai acheté un de ces fameux immeubles dont je t'ai parlé, c'était le 21 d'ailleurs, boulevard d'Athènes. Je pense que je suis l'un des seuls à balancer les adresses. D'habitude, personne ne donne les adresses des trucs. Mais je suis en train de le revendre à la fin du mois, donc c'est bon, je suis tranquille. Donc, ce que je te disais par là, c'est qu'en fait, dans cet immeuble, il y avait un local commercial. Et en fait, ce local commercial, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai réussi à tripler le loyer grâce à mes connaissances. J'ai fait un déplafonnement à l'amiable avec lui, c'est-à-dire que je lui ai dit, mon coco, aujourd'hui, le loyer que tu payes, je sais plus, c'était 500 balles, bah, c'est pas la valeur de marché. La valeur de marché, elle est plutôt aux alentours des 2000 euros. Moi, ce que je te propose, c'est que tu payes pas 2000 euros, mais 1800 euros, et on part pas en procédure. Ça a duré 48 heures de négo et finalement il a signé et ça s'est passé comme ça. Et c'est là que je me suis dit, attends, d'un côté, tu as des compétences, ça t'a permis de tripler la valeur de ton actif parce qu'en immobilier commercial, la valeur d'un actif est proportionnelle à son loyer. Donc plus tu as de loyer, plus la valeur de ton actif est importante. Donc quand tu passes par exemple de 500 à 1500 euros, bah, si ton truc il valait un taux de capitalisation de 8%, bah, tu fais 1500 x 12 divisé par 8%, bah, là tu fais la même chose avec ton nouveau loyer à 1500 euros. Et c'est là que je me suis dit, attends, t'as aucun travaux à gérer, t'as un locataire qui est super sympa avec toi, en plus pas parce qu'il avait accepté mon offre, mais parce que vraiment, à chaque fois que je descendais, c'était un mec hyper avenant, hyper sympa, etc. J'ai en plus de ça un renversement complet en termes de position de force, si tu veux, entre locataire et bailleur, parce que quand dans l'habitation, t'es pro-locataire, en immobilier commercial, t'es complètement pro-bailleur. Là, je me suis dit, attends, 2 rendez-vous, 48 heures, 3 fois plus de valeur, 3 fois plus de loyer. À côté, 2 ans de travaux, je me souviens, une pauvre enveloppe de financement de 50 000 balles pour rénover les 10 appartements du truc. Je me suis dit, là, il y a un bug, là, il y a un truc qui va pas. Donc, focus-toi sur l'immobilier commercial. Au début, c'était plus, je faisais les deux. Donc, je continuais à acheter des appartements, je faisais de l'immobilier commercial à côté. Opération d'après, Courlioto, justement, à Marseille, toujours. Je rachète 2 appartements, un commerce, je revends les 2 apparts, ça me paye le commerce en dessous, je mets en place un locataire et j'ai 1200 euros de loyer. En plus, sur un prix total d'achat de 180 000 euros. Ah oui. Ouais. Donc, tu vois, en plus, un ticket, tu vois, à l'époque, j'avais pas les moyens de. J'ai galéré comme tout le monde, tu sais, je fais le malin derrière mon micro, mais je peux te dire que des banques et des refus de financement, je les ai eus par dizaines, si ce n'est par centaines sur toutes les opérations. Donc je peux en rire aujourd'hui, je peux simplifier la démarche, mais en réalité, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et au final, au début, je partais pas sur des opérations comme maintenant à plusieurs millions. Moi, ce que je faisais, c'était vraiment des petites opérations à 70, 150, 200, 300 000 au fur et à mesure du développement. Et là, je faisais ça. Donc j'ai fait celle-ci. Je me rends compte qu'en mixant, en fait, marchand de biens et immobilier commercial, bah, ça marche aussi. Donc là, je me dis, attends, tu galères à chaque fois, tu as tes travaux, tu arrives toujours à créer de la valeur, tu as sur un marché plus confidentiel. En plus, les vrais investisseurs en immobilier commercial sont des institutionnels, des family office, des personnes qui ont beaucoup d'argent, et ces personnes-là ne regardent même pas les actifs que toi t'achètes, que moi j'étais en train d'acheter en fait, parce que c'est trop petit pour eux, ils y vont pas. Et finalement, où on me disait, bah, l'immobilier commercial, faut beaucoup d'argent pour y aller, ah bah non, là en fait j'ai fait une OP à 70 000, là j'en ai fait une à 180 000, non, ça c'est faux, ok, croyance limitante. Ensuite, l'immobilier commercial, tout est vide. Bon, je mets une annonce en ligne, j'ai 30 demandes de locataires. Ok, même ça. Bon, deuxième croyance limitante que j'écarte. Troisième croyance limitante, c'est plus difficile. Bah non, c'est pas plus difficile parce qu'en fait, en termes de responsabilité, en tant que bailleur en immobilier commercial, tu as moins de responsabilité. Les travaux, par exemple, c'est pas toi. Donc les connaissances autour des travaux, c'est pas toi. Ouais. Voilà. Par contre, effectivement, il faut plus de connaissances juridiques parce que il faut que tu maîtrises particulièrement le fonctionnement d'un bail commercial, les différentes clauses. Donc c'est simplement un ajustement, un curseur que tu déplaces. C'est un peu différent et il y a la commercialité, là où on dit que l'emplacement est très très important en immobilier d'habitation. Je trouve qu'en immobilier commercial, c'est plus que primordial finalement, et c'est toute la valeur
de ton bien, c'est la commercialité qu'il en a. Et c'est vrai que c'est plutôt ça qui est difficile à percevoir au début. En tout cas, moi, pour avoir commencé ta formation dont on va parler juste après, c'est peut-être cette partie-là qui est la plus difficile peut-être à appréhender au début. En fait, la commercialité, comme je t'ai dit tout à l'heure, avant de parler d'immobilier, il faut parler de commerce. Exactement. Donc, avant de mettre ta casquette d'agent immobilier ou d'investisseur en immobilier, il faut que tu mettes ta casquette de commerçant. Là, quand tu rentrais dans un magasin, avant de faire cette formation ou même avant d'investir dans l'immobilier commercial, tu y allais en tant que client. Donc, tu regardais les produits, en fait. Et puis, au fur et à mesure, quand tu es investisseur, tu vas lever la tête, même chose que dans l'habitation, et puis tu vas commencer par regarder, c'est quoi le reste, en fait. Qu'est-ce qui fait que, en dehors des produits, quelque chose peut marcher ou pas marcher. Dans ce que tu as dit, qui est très intéressant, c'est que tu as dit qu'effectivement, en immobilier d'habitation, l'emplacement est important, mais en immobilier commercial, c'est encore plus important. Tu as raison, pourquoi ? Parce que comme tu l'as également dit, en immobilier d'habitation, tu peux créer le coup de cœur par des aménagements, tu peux créer Bien le coup sûr. de cœur par une disposition des pièces, par une sélection de matériaux. En immobilier commercial, c'est pas toi qui vas faire ça. Toi, tu vas livrer une cellule brute de béton fluide en attente. La seule chose qui va intéresser ton locataire, c'est effectivement la visibilité, l'accessibilité, la commercialité et les critères techniques. C'est tout. Voilà. Donc, ce qui sont propres à un emplacement, mais absolument pas des éléments d'aménagement. C'est un peu la petite subtilité qu'il faut percevoir. Ok. Comment tu arrives à trouver des projets en immobilier commercial ? C'est quoi un petit peu les astuces, si tu as certains hacks que tu donnes évidemment dans ta formation, mais quelques-uns que tu as qui peuvent aiguiller ceux qui recherchent, qui commencent à se lancer dans cette activité-là ? Alors déjà, je vais te détendre sur la partie formation. T'en fais pas. On n'est pas obligé d'en parler. D'ailleurs, j'en parle très rarement. Ouais, mais on va en parler un petit peu, c'est quand même intéressant. Ceux qui veulent effectivement en savoir plus, je pense qu'on trouvera un lien ou quelque chose pour le faire. Bien sûr. Mais globalement, en fait, il faut se dire que l'immobilier commercial, c'est juste des codes. Ces codes-là, il faut les apprendre. Une fois que tu connais ces codes, je vais te donner un exemple. C'est quoi ? Je pense que le meilleur truc, c'est un exemple. J'ai acheté un actif qui est Gare du Nord, donc Ok. rue de Saint-Quentin. Rue de Saint-Quentin, c'est un agent immobilier de Stéphane Plaza Immo qui m'appelle et qui me dit voilà, écoute Aymeric, je suis en train de faire une opération de marchand de biens sur un bien comme ça parce qu'en fait, il y avait une commercialité sur un appartement au-dessus parce que c'est un local commercial qui avait été divisé en deux. Donc il me dit moi, j'achète le premier étage où c'est un appartement, je le transforme en Airbnb pour pouvoir effectivement faire une opération de marchand et le revendre. Il me le présente, je dis ok, cool, et moi ? Il me dit non, mais moi, si tu veux, il y a un local commercial en dessous. Je sais pas combien ça vaut. Je peux te donner les éléments. Il y a un locataire qui est là depuis 1997. Je te donne les éléments. Tu me dis combien ça vaut et je vois si je peux faire passer ton offre. Donc, déjà, je vais dans son appartement. J'ai une boîte de bâtiment, donc je récupère les travaux. On lui fait les travaux. Je suis son opération. Il sort avec, je crois, 80 000 ou 90 000 euros de plus-value, qui est une très belle plus-value. C'était un projet globalement qui lui avait coûté 600 000, 500 000 ou 600 000. Tu vois. Ok. Donc, on fait ses travaux, il revend son truc, il prend 90 000 euros. Et donc moi, avant ça, il me dit, bon voilà, il y a un loyer à 27 000 euros, combien tu penses que ça vaut ? Moi, je lui dis, écoute, le taux de cap moyen à l'époque, dans ce quartier rue de Saint-Quentin, c'était 5,5%. Donc je fais le calcul, je lui dis, écoute, à mon avis, ça vaut 450 000 euros acte en main. Il me dit, ok, bon, peut-être, j'en sais rien. Il revient, et il me dit, c'est bon, ton offre, elle est acceptée. Donc j'achète le bien. Je fais ça arrive, c'est marrant parce que c'est depuis le 1er janvier. Tout ça, c'est des éléments assez frais. Et j'achète ce bien-là, je le laisse comme ça, je m'en occupe pas en fait. Et puis au bout d'un moment, là j'ai un problème de TVA j'ai changé de gestionnaire, j'avais un souci de TVA. Je remets le nez dedans et je me rends compte qu'en fait le bail n'avait pas été renouvelé depuis 1997. Donc il faut savoir que normalement, à la fin du bail, on renouvelle le bail. Donc, si tous les un 9 bail... ans, c'est des baux commerciaux du coup. Exactement. Qui sont des 369 et au bout de 9 ans, tu peux... C'était un bail de 9 ans, donc Ouais. ça veut dire que si tu renouvelles pas ton bail, tu rentres dans ce qu'on appelle une période de tacite reconduction. Donc pendant 3 ans, en fait, il n'y a rien qui se passe. Et puis passé ces 3 ans, au bout de 12 ans, le bail est déplafonnable d'office. Ça veut dire que tu peux augmenter le loyer et le remettre à la valeur de marché. Moi, ce que j'avais pas dit à l'agent immobilier, c'est qu'en fait, la valeur de marché, elle n'était pas à 27 000. Elle était aux alentours des 60 000, en fait. Et là, donc, entre-temps, on fait une procédure, même chose, procédure à l'amiable, et on a signé le renouvellement du bail récemment, activé au 1er janvier, à 54 500 euros.
Donc ça veut dire que cet actif que j'avais acheté 450 000 euros, Il en vaut le double. finalement il en vaut le double. Donc j'ai créé déjà j'ai un loyer 2 fois supérieur. Donc quand j'avais un remboursement d'emprunt, on dit oh là là, l'investisseur type, oh là là, le cash flow 5,5%, tu te rends compte, l'effort d'épargne, oh là là, la mensualité. À l'époque c'était quasiment à l'autofinancement avec 20% d'apport. Donc on fait le truc, pardon, et on est à l'équilibre, on négocie, parce qu'on avait réussi à négocier un truc de malade à l'époque, c'était 25 ans, 50 différés, enfin un truc qui n'existe plus. 25 ans, 50 différés, caisse d'épargne. Je l'ai jamais entendu. Bah, Ça, si, putain, moi, je c'est l'ai vu. énorme. 25 ans, 50 différés, pré-travaux alors qu'il n'y a pas de travaux, ça reste entre nous et ceux qui écoutent ce podcast. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. On Alors sait comment ça s'est fait avec la boîte. Bon, bref. Alors qu'il y avait un locataire en place, en plus, hein, tu vois, donc le pré-travaux, fallait justifier. Et donc finalement, je double ce loyer. Donc cet actif, il passe de 450 à 900 000 euros. Mon remboursement d'emprunt, j'ai un prêt à 2200 ou 2300. C'était un taux dégueulasse à l'époque. C'était sur 25 ans, je crois qu'on était à 1,6, un truc comme ça. Et donc finalement, là aujourd'hui, j'ai 2 fois plus de loyer que le remboursement d'emprunt. Ok. Et sur ces biens-là, quand tu réfléchis en termes de stratégie, tu penses direct à les revendre ou tu les gardes pour avoir un maximum de cash flow? C'est quoi la stratégie? C'est une stratégie, j'imagine, globale par rapport à tout le parc que tu as. Mais la stratégie, en fait, pour moi, elle a évolué avec l'augmentation des taux. C'est-à-dire que, encore pour autant, j'aurais pu me dire il y a quelques années, si on était encore sur des taux très bas, j'aurais dit écoute, j'ai besoin d'argent, je récupère 450 000 euros. Je sors mon truc, et puis derrière, pardon, et puis écoute, je repars sur une opération encore plus grosse. Aujourd'hui, la donne a évolué, les taux sont plus élevés, j'ai un taux à 1,6, comme je te dis, sur 25 ans, je suis encore en période de différé. Ah ouais. Donc il me reste encore de mémoire 2 ans de différé, où en plus là maintenant on va avoir un loyer à 54 500 euros annuels. Ouais. Je dois avoir, je sais pas... Les intérêts, ça doit représenter 300 balles par mois ou 400 balles par mois. Oui, l'assurance, donc, hors de question, dans tous les cas, de revendre avant, effectivement, la fin de la période de différé. Et deuxième chose, hors de question de revendre un prêt avec un taux aussi bas, parce qu'en plus de ça, le prochain investisseur, lui, il va se taper un prêt avec un taux élevé. Oui, donc il va négocier en conséquence. Donc il va négocier le prix. Il vaut mieux attendre. Moi, c'est un vrai conseil que je peux donner. Tous ceux qui ont acheté des trucs qui sont assez stables, où il n'y a pas trop d'obsolescence dans les aménagements, comme dans des appartements ou autres, gardez vos prêts, attendez que les taux rebaissent, parce que mécaniquement, les prix vont remonter aussi. Voilà. Moi, tu le revendras quand tu renégocieras à nouveau le bail dans quelques années. Même si je renégocie le bail avec les indexations, parce que maintenant il est indexé. Il est indexé en plus sur l'ILC, ouais. Donc l'indice des loyers commerciaux. Là en ce moment, il est monté jusqu'à quasiment, quasiment 6%. Il était cadré à 3,5%, mais en tout cas, il est monté jusqu'à 6%. Même ça continue d'augmenter la valeur de l'actif. J'avais une question sur ça. Est-ce que tu penses que cet indice-là va continuer à augmenter dans les années qui vont venir? En fait, cet indice, il est avant tout corrélé. L'ILC, il est corrélé à la consommation, et il est corrélé donc à l'inflation. Exactement. Si l'inflation augmente, l'indice augmente. C'est mécanique. Après, tu peux avoir des systèmes par décret, donc ça va être l'État qui va intervenir pour bloquer l'évolution de cet indice. Mais globalement, cet indice va continuer proportionnellement d'augmenter. Donc là, c'est un peu de me demander de faire un pari sur est-ce que l'inflation va continuer d'augmenter. Moi, je pense que l'inflation va se stabiliser avec les années qui viennent. On va revenir sur des taux pour les particuliers qui vont être un petit peu plus acceptables, aux alentours des 3,5%, à mon sens. Pour les entreprises, on va passer plutôt de 5 à 4, 3, peut-être 3,5, 4 ou un petit peu plus. Mais je ne vois pas en tout cas repartir dans une logique de taux extrêmement bas dans les 5 voire 10 ans à venir. Ok, moi ça paraît logique par rapport à la conjoncture, etc. Après, on n'a pas de boule de cristal, évidemment, pour prédire tout ça. Comment tu juges qu'une affaire, c'est un peu difficile comme question, mais comment tu juges qu'une affaire est bonne? Que c'est une affaire en immobilier commercial? En immobilier commercial, exactement. C'est quoi les critères que tu vas avoir? Est-ce qu'il y a une partie, tu vois, très feeling? Moi, je sais que l'interlocuteur qui m'amène l'affaire joue pour beaucoup sur le fait que l'affaire soit bonne ou pas en marchand de biens, parce que je sais que c'est lui qui va recommercialiser derrière, c'est lui qui va être mon interlocuteur pendant toute la période du compromis, etc. Et c'est sur lui que se joue énormément de choses. Et Dieu sait qu'il y a énormément d'incompétents dans l'immobilier, donc si ton apporteur est assez incompétent, ça peut être difficile aussi. C'est quoi un peu ces critères-là? Alors, je pense que ça, c'est vraiment des critères qui sont très propres à l'habitation. Et pour l'investissement en immobilier d'habitation, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Quand tu es avec des personnes qui veulent pas faire du one-shot, globalement, il faut qu'ils t'annoncent des choses cohérentes, sinon tu vas pas retravailler avec. Et puis une réputation, t'en as qu'une, donc tu as intérêt plutôt à tenir les choses correctement. En immobilier commercial, c'est un petit peu différent, parce que finalement, moi, je cherche que des opérations qu'on va appeler value-add. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait de la création de valeur dans les projets. Si c'est pour acheter avec un taux, tu as deux éléments qui définissent un prix en immobilier commercial. Le taux de capitalisation, on va appeler grossièrement le taux de rendement moyen sur une rue que tu vas trouver sur des actifs. Imaginons que tu prends 30 boutiques dans une même rue. Bah, dans cette rue-là, si en moyenne les prix de vente c'est 7% du loyer, bah, tu te retrouves donc avec un taux de cap à 7%. Et puis à côté, tu as la partie locative, enfin le loyer, la valeur de loyer. Donc l'un dans l'autre, ça te donne la valeur de l'actif. Donc globalement, toi, ton travail, c'est d'aller avoir un peu cette gymnastique de te dire, dans les actifs que je vais acheter, s'ils sont occupés, bah, je vais toujours essayer de trouver des loyers qui sont plus bas que la valeur de marché, parce que potentiellement, j'aurai même à terme une création de valeur qui se fera afin de pouvoir retrouver cette valeur de marché. Ou sinon, si je suis sur la valeur de marché, il faut que j'achète donc à un taux de cap qui est bien plus élevé que la valeur, que le taux de cap moyen de la rue. Donc ça, c'est ta façon de fonctionner. Après, si tu vas te positionner sur des actifs qui sont vides, c'est à toi d'avoir l'ingénierie patrimoniale pour réfléchir à quelle activité va bien se sentir. Et là, tu remets ta casquette de commerçant. Et ta casquette de commerçant, c'est pour dire, bon bah voilà, demain je suis primeur, est-ce que je marche ? Demain je suis boucher, est-ce que je marche ? Demain je suis un supermarché, est-ce que je marche ? Demain je suis un magasin de bricolage, est-ce que ça va marcher à cet endroit-là ? Et ton job, c'est d'avoir un peu une cartographie des enseignes qui sont en capacité de payer le plus cher, le loyer le plus important possible sur un emplacement que tu auras toi en cible et sur lequel tu sais qu'ils fonctionneront. Exactement. Et du coup, tu regardes un petit peu tous les commerces qu'il y a autour. Il y a quelque chose qui m'étonne toujours en immobilier commercial, et je suis sûr que tu vas m'aider et répondre dessus, c'est que toutes les grosses enseignes qui ont la même, j'ai envie de dire, tous les concessionnaires automobiles se mettent ensemble, tous les fast-foods se mettent ensemble. On pourrait penser que c'est un peu contradictoire et qu'il faudrait qu'ils se mettent, ils couvrent le plus d'espace possible finalement, mais ils essayent de se rassembler tous au même endroit. Est-ce que tu sais s'il y a une raison derrière tout ça ? Alors, ça c'est propre à chaque enseigne, c'est des points d'ailleurs qu'on voit dans la formation. Tu as des stratégies d'éloignement, au contraire, deux alimentaires, leur job c'est pas de se mettre à côté, tu vois, parce qu'au contraire, il faut qu'ils soient le plus éloignés possible pour avoir un taux de pénétration très élevé sur leur zone de chalandise. Par contre, effectivement, tu as des stratégies aussi, des enseignes avec des stratégies de complémentarité. Exemple, un sushi vente à emporter va se coller à côté d'un Pizza Hut, va se coller à côté d'autres activités de restauration rapide, de vente à emporter. Autre stratégie de rapprochement, les activités de prêt-à-porter vont chercher cette dimension shopping. Donc le prêt-à-porter va se mettre les uns à côté des autres, si possible dans le même niveau de gamme. Parce que si tu mets un CA à côté de Hermès, ça va pas marcher. Non, c'est clair. Tu vois ouais. Donc c'est vraiment, chaque enseigne a sa propre stratégie marketing et a sa propre stratégie en matière d'implantation et de politique de développement. Donc le but c'est de les connaître et à chaque fois de leur proposer le local en fonction de leur stratégie et que ça rentre dedans, quoi. Là, je pense que ça par contre on le voit sur les réseaux aussi et pour le coup je suis assez d'accord avec ça. C'est de prendre un élément et une casquette, une compétence et de développer cette compétence à vous. En gros, tu dois potentiellement te dire sur un secteur d'activité, ok, je serai un tueur sur ce secteur d'activité. À chaque fois qu'il y a un actif de telle activité, c'est moi qui vais me positionner dessus. Globalement, moi, je me suis positionné récemment sur un nouvel actif qui sont les salles de sport et je sais exactement pourquoi une salle de sport va fonctionner, comment elle va fonctionner, qu'est-ce qu'il lui faut, quels sont ses critères techniques ou à l'inverse, pourquoi ça ne va pas fonctionner. Donc, si tu te cantonnes à une mono-activité qui a en plus le vent en poupe dans son développement, il te suffit simplement de trouver le bon réceptacle pour le mettre à l'intérieur. Ok. Écoute, génial. J'ai une question sur l'avenir de l'immobilier commercial, notamment avec, tu vois, tout ce qui est dark kitchen, avec l'ère du digital où il y a beaucoup de personnes, j'ai pas du tout les stats, etc., mais qui achètent sur Internet de plus en plus. Est-ce qu'on se dit pas que les commerces de rue vont être de moins en moins fréquentés et vont gagner de moins en moins d'argent ? Alors ça, c'est en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé d'un marché qui était complètement statique depuis des dizaines et des dizaines d'années à un marché qui a été... sur la partie commerciale, je ne parle pas sur la partie immobilière, on reparle encore une fois de commerce, sur ce marché qui a eu des tendances de consommation qui ont accéléré très fortement, principalement avec le Covid, donc recentrement sur soi, sur son intérieur, plus d'hygiène,
Voilà, donc effectivement des enseignes qui ont énormément souffert de ce type de comportement. Et puis surtout, la guerre en Ukraine et l'instabilité géopolitique qu'on a pu avoir avec les politiques d'approvisionnement qui sont complètement remises en cause et sans parler des éléments environnementaux. Et en fait, on est passé d'une période où on était en crise, on avait une crise, on gérait une crise, on avait une crise, on gérait une crise, à une période de polycrise. C'est-à-dire qu'on a une première crise, et puis on n'a même pas encore résolu la crise, qu'il y a encore une autre crise qui arrive, et puis que finalement il y a encore une autre crise qui arrive. Et en fait, on a l'impression que tout s'accélère, tout va beaucoup plus vite, et ceux qui sont pas capables d'avoir une réponse au marché, ils meurent. Et c'est pas forcément les plus petits. Les plus petits peuvent être hyper habiles dans leur politique commerciale et les très gros, au contraire, complètement mourir. On prend l'exemple du prêt-à-porter milieu de gamme. On a vu un effondrement total de toutes ces enseignes qui ont eu énormément de difficultés. Et manque de bol, ces enseignes, c'est elles qui avaient tous les emplacements numéro 1 d'une rue. Tu prenais une rue, c'était que le prêt-à-porter. Résultat, qu'est-ce que tu te dis en tant qu'investisseur ? Ah, mais tous les magasins sont vides. Ok, je te donne un exemple, Camaïeu. Sur Camaïeu, par exemple, qui a fermé. Aujourd'hui, j'avais vu une stat, 80 ou 90% des baux qui ont déjà été re-signés avec de nouveaux locataires. Ok. Donc, tu as une rotation. Je te donne un autre exemple, je prends tout le temps. Je sais pas si... Je sais que tu es plus jeune que moi, mais tu as peut-être connu Vidéo Futur, Cinébanque, tu allais chercher ton petit DVD. Bah non, t'as pas... voilà, je suis trop désolé. Ceux qui nous écoutent, peut-être, certains ont connu cette époque. On donnait 2 €, on allait chercher son DVD et puis on rapportait son DVD. Le Netflix de... voilà, alors ça, c'est Netflix, c'est ce qui a fait complètement couler cette activité. Exactement. En dehors de Puto, où j'ai encore vu une façade Vidéo Futur, c'est la seule de France. Ah ouais. Ouais, il y en a une, c'est à Puto parce que c'est comment il résiste, le mec. Non, il est fermé. Il est complètement fermé, mais il y a encore la façade. Il a encore la façade parce que c'est un truc qui appartient à la mairie. Bref, ça fait des années que ça dure. Sinon, en fait, c'est pour t'expliquer que d'autres activités sont venues remplacer. Parce que si l'immobilier commercial fonctionnait pas, bah tu verrais encore toutes les façades fermées avec Vidéo Futur dessus. Alors que là, tu as eu juste une rotation. Donc, tendance de consommation, concept. Et les concepts viennent se mettre à la place d'autres concepts qui sont en train de mourir. Ok. Par contre, il y a quand même certaines villes, alors Paris est dans ce cas-là précis, mais il y a quand même certaines villes dans lesquelles je pense, notamment dans le sud de la France, que je vois, où c'est vrai que quand on se balade sur la prospection foncière, on se dit, mais tous les commerces sont fermés. Tu parles du centre-ville ? Ouais, centre-ville notamment. Ça se construit un petit peu en périphérie, il y a des grandes enseignes qui viennent en périphérie, mais le centre-ville est vraiment quasiment totalement fermé. C'est difficile de se projeter, de se dire... À ton avis, pourquoi ? Parce que je pense que par rapport aux voitures, par rapport au fait que les grosses enseignes se sont mis en périphérie. En partie. Pourquoi, à ton avis, les centres-villes peuvent être touchés bien plus que les périphéries ? C'est simplement parce qu'en fait, le commerce s'est adapté au centre-ville. On avait des bâtiments existants, les commerces, ils se sont adaptés sur des pieds d'immeubles où on n'avait pas forcément la bonne accessibilité, on n'avait pas forcément les bons critères techniques, on avait des formats de cellules qui étaient plus bas, plus petits que ce que pouvaient avoir réellement des concepts, alors que la périphérie a été créée pour le commerce. Un parking, c'est hyper simple, avec sa voiture, on se pose. Donc naturellement, il y a un déséquilibre qui se fait entre centre-ville et périphérie. Maintenant, là où, à mon sens, les municipalités ont un vrai rôle à jouer, c'est la préservation de ce centre-ville. C'est faire en sorte de ne pas avoir un développement anarchique des périphéries. Et si tu t'amuses effectivement à laisser un ultralibéralisme commercial comme il y a eu pendant des années et des années, en laissant la périphérie se construire, logiquement, les enseignes, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont pas rester dans un centre-ville qui marche pas, elles vont aller directement sur la périphérie. Donc c'est pour ça que finalement, pour moi, un centre-ville ne peut fonctionner que par sa propre population de centre-ville. Et il peut difficilement, si tu veux, compter sur la population extérieure à ce centre-ville. Ça n'existe plus maintenant. Maintenant, quand tu prends, je te prends une ville, tu m'as parlé de Montpellier, c'est un peu particulier parce que t'es quand même côtier, donc c'est un peu particulier. Mais si tu prends une ville, je vais prendre par exemple Mâcon, j'essaye de trouver des villes. Tu prends Mâcon, tu vas aller sur Crèche-sur-Saône où tu as une zone commerciale, tu vas aller au nord également où tu as une autre zone commerciale. Le centre-ville de Mâcon, il est hyper difficile et tu as une autoroute qui part du nord au sud. Globalement, quand tu prends l'autoroute, tu préfères aller directement sur la zone commerciale plutôt qu'aller t'embêter, aller poser ta voiture dans un parking payant pour après aller marcher jusqu'au commerce. Si les consommateurs pouvaient rentrer avec leur voiture dans le magasin, ils le feraient. N'oublie pas. Alors, si tu vas leur créer des barrières pour venir consommer, c'est évident que les commerces vont pas fonctionner.
Ok, génial. Pour passer rapidement sur la partie formation, on en parlait juste dans le podcast, c'est pas du tout ton activité première, et par contre c'est une activité que tu veux développer Ouais, et que tu tout à souhaites fait. développer. Comment tu l'as structuré? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je sais que tu étais avec Maui au début, tu peux nous en parler aussi un petit peu? Ouais, exactement. En fait, Imo Commercial, pour moi, c'était avant tout de recentrer une formation sur des compétences commerciales plutôt qu'immobilières. C'est-à-dire que donner les bonnes logiques afin que vous soyez en capacité de comprendre les différentes tendances de marché et donc anticiper vos investissements. Parce que quand tu fais un investissement, tu es statique. Hein. Tu vas pas bouger ton local commercial, tu vas pas bouger ton appartement, tu as acheté, tu l'as engagé pendant quelques années. Donc l'idée, c'est par contre d'être capable de pouvoir comprendre ces différentes tendances de consommation afin de faire une analyse assez pointilleuse et peu importe l'évolution de ces polycrises, que tu sois en capacité de les affronter. Et donc j'ai développé cette formation qui a plutôt bien fonctionné et contrairement aux autres où on s'est contenté de faire exclusivement du contenu e-learning, moi j'ai mis vraiment un point d'honneur à passer énormément de temps avec les membres et notamment une fois par semaine. On se retrouve avec les membres autour d'un live où vous pouvez prendre la parole directement, présenter votre projet, qu'est-ce qu'on en pense, la communauté réfléchit. Et c'est ça sur quoi je veux vraiment accentuer le truc. C'est que je pense qu'aujourd'hui, une formation où tu fais que visionner de la vidéo et tu es tout seul devant ton ordinateur ou devant ta télé pour essayer de comprendre quelque chose, ça va peut-être fonctionner. C'est pour ça qu'on a quand même une partie e-learning. Mais derrière, tu as besoin d'être entouré, tu as besoin d'être encadré et tu as besoin surtout d'avoir une personne qui va pouvoir t'aider à affiner ton analyse sur un premier projet. Après, globalement, une fois que tu as appris sur un premier projet comment gagner de l'argent, bizarrement, ça revient assez facilement et ça se duplique plutôt bien. Après, ce que j'ai bien aimé avec Imo Commercial, c'est que je me suis concentré donc plus sur la communauté, mais surtout, c'est une communauté, vu que l'investissement immobilier en immobilier commercial est souvent vu comme une next step, on commence par l'habitation, comme j'ai pu le faire aussi, finalement, on se retrouve aussi avec des profils qui sont un petit peu plus initiés. Quand on peut avoir dans beaucoup de formations un peu que cette stratégie de volume de faire rentrer un peu tout le monde, peu importe ses objectifs et autres, c'est vrai que dans Imo Commercial, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on se retrouve quand même avec des personnes qui ont déjà cette logique ou qui se sont extraits de tout ce côté mindset qu'on voit à tort et à travers. Moi, je suis pas là pour vous dire que vous devez investir. Déjà, si vous venez, si vous rejoignez Imo Commercial, c'est que vous avez déjà conscience de ça. Je vais pas vous apprendre à vous lever tôt le matin, à prendre des douches froides ou à faire ce genre de trucs que je ne ferai jamais. Mais par contre, effectivement, je vais pouvoir avoir une analyse assez pointilleuse de votre façon d'investir et vous dire si vous faites une connerie à vous engager sur une opération ou pas. Ok, génial. Et entre ces différentes activités, comment tu répartis un petit peu tes semaines? Je vais pas te demander ton quotidien parce que les journées sont différentes les unes des autres, mais comment tu répartis ton énergie sur chacun des projets? On a vu plusieurs panels de tes différentes activités. Ouais, je vais revenir rapidement sur les activités que je peux avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais avoir une activité de retail. Ouais. Donc, c'est des magasins, des salles de sport que je prends en exploitation. Mais c'est moi le locataire. C'est-à-dire que c'est des activités commerciales que j'ai des équipes de vente. Voilà, c'est ma première casquette. Deuxième casquette, j'ai une casquette hôtelière également, où effectivement, je réalise des projets un peu comme celui qu'on a ici, mais toujours sur une vision très haut de gamme. Voilà, là, on est en train de créer un concept en ce moment qui s'appelle Divine Couture, qui est un ancien presbytère qu'on vient de racheter à 15 minutes de Paris. On a 420 mètres carrés, on fait 5 chambres. Ça va être une maison d'hôte, mais en réalité, il n'y a pas d'accès à notre résidence à nous. Hein, c'est vraiment dissocié. Et donc, tu vas avoir 5 chambres qui vont être établies sous 5 maisons de haute couture. Donc, tu vas avoir Dior, tu vas avoir Thierry Mugler, tu vas avoir Chanel, et on crée des prestations très haut de gamme. Tu vois, c'est quand même des tarifs assez élevés. On va être globalement entre 300 et 800 euros la nuit. Mais par contre, on est sur de l'hôtellerie expérientielle. On était très loin dans le concept des choses. Et tu verras ça. Ouais, ça sort quand? Parce que c'est quoi? C'est une autre question que j'avais dans ma liste de questions, parce que je sais que c'est un projet que tu fais avec ta femme. Ouais, tout à fait. Son premier projet d'ailleurs. Son premier projet immobilier, et vous soutenez beaucoup dans vos différentes activités. Et je voulais t'en parler, de savoir quand est-ce que ça sortait. Ça sort. Là, j'étais encore ce matin. L'objectif, c'est les JO.
Les JO, ouais. Ah C'est ouais, les donc JO. c'est prochainement. L'objectif, quand c'est même. les JO. Donc, effectivement, on se bat. Là, j'ai une 10-12 personnes tous les jours qui sont sur le chantier. Waouh. J'ai des réunions archi quasiment toutes les semaines. Les différents bureaux d'études qui passent, les commandes. Enfin, j'ai appris à déléguer toute Mm. cette partie-là. C'est pas moi qui vais faire les commandes matériaux, qui vais vérifier les quantités, etc. Mais en tout cas, je pense que j'ai besoin de cette casquette de maître d'ouvrage pour pouvoir effectivement définir les curseurs là où il faut l'être. Donc ça, Ok. pour répondre à ta question, objectif mois de juillet, en tout cas fin juin, sur la partie hôtelière, on veut être complètement terminé, ok. voilà, prêt. Peut-être qu'on décalera le ravalement de façade après les JO, mais en tout cas, le reste sera terminé. Donc ça, c'est la partie hôtelière. Ensuite, j'ai une société de bâtiment qui s'appelle Vanguard Bâtiment. On fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est tout type de projet, plutôt investisseurs, résidence principale, et surtout, ça c'est la partie B2C. En B2B, aujourd'hui, on travaille avec plusieurs réseaux de magasins où on vient effectivement rénover les magasins, et on a comme vocation d'aller réaliser entre 20 et 30 millions d'euros à terme Ok. sur cette activité-là. Sur Paris alentour, sur Paris Toute même. France. Toute Là, France. on est Ok. toute France, tu vois. T'as combien de salariés sur On a une quinzaine de personnes. Ok. On a une quinzaine de personnes. C'est Les énorme. bureaux sont à Rueil-Malmaison et on intervient toute France. Là, par exemple, on parlait de Mathieu Paco tout à l'heure avec son associé. On Oui. leur fait une résidence à Valence, un projet de marchand de biens, Ok. un truc assez haut de gamme. On est dans le sud de la France aussi avec Carolin. On a sur l'île de France aussi pas mal de choses. On est sur la Bretagne. Alors, je veux pas me comparer. Je sais qu'il y a eu des déboires dans le bâtiment. Bon, ça fait quand Ouais. même quelques années que cette société est ouverte. On n'est pas la prochaine licorne. On est juste une société de bâtiment. Ouais. C'est tout. Et ensuite, dernière activité de formation. Donc, effectivement, où on va accompagner des investisseurs particuliers à développer. Moi, je vois pas vraiment ça comme une formation, je vois plutôt ça comme un club. Et je veux renforcer sur l'année 2024 cet aspect club avec des réunions très régulières où on va se voir et surtout un suivi, un accompagnement qu'on va renforcer davantage parce qu'on se retrouve quand même, je pense qu'on est quasiment la seule formation où on a un tronc d'une vingtaine de personnes, donc qui représente à peu près 10%, parce qu'on est à peu près 200 personnes, qui ont des patrimoines supérieurs à 10 millions d'euros. Donc je me dis que ces personnes-là, il faut, on passe à côté de quelque chose et je veux aller exploiter ce filon-là parce que ces personnes-là, c'est aussi en partie des futurs associés sur d'autres activités, tu vois, sur Évidemment. la partie immobilière, sur la partie hôtelière, sur la partie retail, parce que ces personnes-là ont des fonds, ont envie d'investir et ce serait dommage de ne pas réaliser des opérations ensemble. Génial. Si tu devais tout recommencer depuis le début, par où tu commencerais? Par quelle activité? J'ai un peu mon idée et ma réponse, mais... Je pense que si je devais tout recommencer, je me concentrais déjà sur une seule activité d'exploitation. Je ne parlerai même pas d'immobilier, je te parle exclusivement d'une activité d'exploitation, peu importe, que ce soit de la formation, que ce soit du retail, que ce soit ce que tu veux, je me concentrerai beaucoup plus parce que je me suis diversifié trop vite et je me concentrerai donc exclusivement sur une première activité sur laquelle j'irai beaucoup plus loin que ce que j'ai pu faire même encore maintenant. Et une fois que j'aurai fait ça, que j'aurais eu ces lettres de noblesse sur cette activité-là, j'irai graviter bien plus vite autour d'institutionnels et de family office qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de capacités financières pour investir, afin de les séduire sur des projets justement sur cette première activité, afin d'aller plus vite et beaucoup plus fort. Voilà. Donc ça, c'est si j'avais recommencé, j'arrêterais d'aller dans tous les sens. Et ça, je pense que je suis vraiment issu de cette génération Instagram qui voit des réels ou des vidéos, enfin des syndrome de l'objet brillant un petit peu et de sauter sur la première opportunité que tu vois. Exactement, tu FOMO à mort, t'as peur de rater un truc, alors que finalement, tu sais quoi, coupe ton téléphone. Si t'es bon dans quelque chose, va à fond dessus. Tu te plantes, plante-toi 2-3 fois, au bout d'un moment, tu verras, ça va passer. Ouais, et ça va marcher. On se plantera pas toute notre vie. Génial. J'ai 2 dernières questions un peu pour clôturer le podcast. La première, ça serait, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, que ce soit sur la partie immobilier ou entrepreneuriat juste, peu importe le conseil, un conseil mais qui t'a vraiment impacté toi dans tes débuts? Arrêtez de vous associer. Non, je vous promets, c'est pas une blague. Non, mais j'adore parce qu'on en a parlé un petit peu ensemble et tout. Arrêtez de vous associer. En fait, souvent, on s'associe parce que on a
peur de ne pas avoir la motivation suffisante pour aller jusqu'au bout de ses projets. Je suis Alors totalement d'accord. qu'en réalité, ce qu'il faut chercher, c'est une complémentarité. Par exemple, moi, tu vois, je suis un mec qui va à 200 km/h, qui est tout le temps en train d'aller sur des nouveaux projets. Et en fait, moi, j'ai besoin juste d'un mec qui me fout des grosses baffes pour me cadrer, en me disant, stop, là, t'arrêtes, ok, tu te poses, tu réfléchis 2 minutes, viens, on refait le truc ensemble. Ouais, je sais, c'est chiant parce que t'es pas assez. Enfin, on va prendre du temps pour réfléchir ensemble, mais au moins ça nous évitera de nous tromper pendant des années sur un truc. Tu vois. Je te donne un exemple. Cette boîte de bâtiment, les 2 premières années d'activité, moins 150 000 euros de résultats. Ok. Voilà. Et c'est dû à quoi? Bah, c'est dû à une mauvaise gestion parce que je savais pas faire les devis Ok. et je savais pas compter. Parce que je prenais pas le temps de compter. Pour moi, l'objectif, c'était juste de faire du chiffre d'affaires. Et puis finalement, j'ai mis plus d'1 an à redresser la barre pour revenir simplement à l'équilibre. Donc, c'est dû à tes associés ou pas du tout? C'est dû à quoi ça? c'est pas dû du tout à mes associés. Je suis entièrement responsable de cette connerie. Je suis entièrement responsable de cette connerie. Parce que c'est une diversification à outrance, parce que tu penses que tu es capable de tout gérer, parce que tu penses qu'effectivement les gens sont sympas et vont te payer. Non, c'est pas comme ça. Donc, si je pouvais conseiller quelqu'un, c'est associez-vous limite avec des personnes que vous aimez pas. Parce que c'est eux qui vont vous apporter la rigueur que vous avez pas, ou qui vont vous apporter l'entrain que vous n'avez pas suffisamment. J'adore, c'est un conseil que je pense qu'on n'a jamais eu dans le podcast, donc c'est parfait, vous associez pas. C'est dur un peu. Hein. Ouais, c'est clair, mais c'est clivant et en même temps, c'est cohérent avec ton histoire, c'est cohérent avec les valeurs que tu partages aussi. Et je suis assez d'accord avec toi, on s'associe même pour s'assurer de quelque chose parce qu'on manque de confiance parfois. On se dit, je vais m'associer, je vais donner 50%, c'est pas grave, je préfère avoir. On se justifie toujours ça, hein, je préfère avoir un peu moins, etc. Mais être sûr, avoir 2 cerveaux. Ah, des fois, le deuxième cerveau, il est un peu plus lent et il te tire aussi vers le bas. C'est pas forcément positif une association et c'est une des premières raisons. Je sais pas si c'est la première raison, c'est l'aspect financier ou si c'est l'aspect associatif d'échec d'entreprise, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est l'association qui est une des premières raisons d'échec. Quand je dis vous associez pas, c'est que moi je pense avoir mis à peu près 4-5 ans à comprendre ce qui était pour moi un bon associé par rapport à ma façon de travailler. Et c'est quoi pour toi un bon associé? Pour moi, un bon associé, comme je te le disais, c'est du fait que je vais dans tous les sens, c'est quelqu'un qui me recadre, et c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus structuré et organisé que moi. Même si j'essaye d'avoir cette organisation, j'essaye de travailler sur ces lacunes, clairement ça me fait chier. Ouais. Donc j'ai besoin d'avoir, si tu connais les différentes couleurs, moi je suis un pur rouge, j'aime quand ça, j'aime faire mal, dire, pardon, j'aime effectivement quand il y a de la douleur, quand il y a du sang, quand c'est dur, j'aime quand j'ai quelqu'un en face de moi, je crois que c'était Hatcher qui disait en gros moi je cherche dans un bon associé, je cherche pas quelqu'un qui règle le parquet, je cherche quelqu'un, une fois qu'on est dans la merde, on se dit on avait signé pour ça. Tu vois, et maintenant on y va, tu vois. Bah, moi aujourd'hui, je cherche d'un associé quelqu'un qui va me gonfler, clairement. Et je sais que j'ai besoin de ça. Génial. Écoute, super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les mois, les années qui vont arriver? Quels sont tes objectifs qui vont suivre cette année? Qu'est-ce que tu t'es fixé là, 2024? Alors, j'ai un objectif plutôt à 40 ans qui est 100 millions. Ok. Voilà. Donc là, j'ai 32 ans, j'ai 8 ans. J'ai 8 ans pour faire ça. J'ai 100 millions de patrimoine. 100 millions de patrimoine net. Ok. Voilà. Là, je tourne aux alentours. Net, je dois être entre 5 à 6. Ouais. Net. Après, beaucoup plus en acheter, mais en tout cas, 5 à 6. L'objectif, c'est 100. Et si je peux aller chercher le milliard, je le ferai. Voilà. Ok. Donc après, le reste, la découpe de te dire je vais me lever tôt demain matin pour attendre ça ou je vais me faire des petits objectifs tous les jours. Non, je fonctionne pas comme ça. Bon, après, peut-être à tort, peut-être que je reviendrai te voir pour te dire autre chose, mais en tout cas, je fonctionne pas comme ça. Écoute, c'est génial. Où est-ce qu'on peut te contacter si on veut échanger avec toi sur l'immobilier commercial ou sur tous les sujets dont on a parlé dans le podcast? Sur ma page Instagram, déjà. Vous pouvez aussi prendre un appel avec un membre de mon équipe qui sont... Quand je dis des membres de mon équipe, j'aime bien parce que souvent, les formateurs, ils ont des closers, c'est des personnes qui appellent pour vendre, etc. Moi, je dis pas que c'est pas des personnes qui vont pas chercher à vendre, mais c'est des personnes qui sont membres de la formation. C'est-à-dire que j'ai demandé à des personnes qui étaient membres d'Imo Commercial d'accepter de prendre des appels afin effectivement de pouvoir expliquer ce que c'était qu'Imo Commercial. Parce que je suis passé par d'autres sociétés externes pour faire du closing, ça s'est jamais bien passé, les personnes comprenaient pas le produit. Alors que là, depuis que ça fonctionne comme ça, les gens sont très contents
parce qu'effectivement, ils ont des personnes qui vont continuer à côtoyer au quotidien. Génial, super. Merci Aymeric, merci à beaucoup toi. pour ce podcast. Je t'en prie. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.